Ok, je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je vais parler de la notion de contrôle cognitif appliqué à une aide auditive. Donc, je suis Alain de Chevigny, j'appartiens au CNRS, à l'École normale et à UCL. Alors, pourquoi est-ce que cette question pourrait vous intéresser? Bon, c'est une notion qui est encore jeune, qui est pas encore bien développée, mais il se peut que ça débouche sur quelque chose qui apporte un bénéfice réel. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que simplement ça reste à un stade d'argument de vente, une espèce de gadget qui vous sera peut-être utile parce que ça vous fera vendre un appareil à votre client, ou alors c'est un concurrent qui va le faire. Et puis, une troisième possibilité, c'est que vous allez retrouver ça dans quelques années, ou au moins, dans des appareils grand public que les gens achèteront à la place de vos appareils. Alors, le besoin auquel on s'adresse, c'est toujours le même. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Bon, imaginez que vous êtes malentendant et que vous êtes dans une situation comme ci, dans une fête, un bar, une salle de classe. La scène auditive va ressembler, ça c'est un équivalent visuel du type de scène auditive, du percept qu'on a quand on est malentendant. Alors c'est pas un problème de manque de sensibilité. Ça, c'est quelque chose que vous savez gérer avec une amplification adéquate. C'est un problème de rapport signal sur bruit. Alors, je ne sais pas si j'ai un pointeur laser. Peut-être pas. C'est un pointeur laser, ça? Oui. Oui, donc vous voyez sur cet axe-ci, c'est le rapport signal sur bruit. Ça, c'est le pourcentage correct. Et vous avez une courbe pour le sujet normal, une courbe pour le sujet malentendant. Vous voyez qu'il y a une zone ici où le sujet normal peut fonctionner. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre dans cette situation-là, vous allez comprendre, vous allez pouvoir échanger avec la personne en face. Mais dans la même situation, la personne qui est malentendante aura... Donc c'est un problème de rapport signal sur bruit. Alors, il y a de nombreuses solutions potentielles. Certaines, on vient de vous en parler. Il y a les réseaux de microphones. Ça peut être sur les appareils eux-mêmes. Ça pourrait être sur des lunettes, par exemple. Ça, c'est un brevet de Meta pour des lunettes équipées de microphones, etc. Ça pourrait être des réseaux distribués, même des microphones sur des smartphones qui se parlent entre eux, ou des salles équipées de réseaux de microphones, ou ça peut être tous ces algorithmes récents d'apprentissage profond qui vous venez d'entendre des exemples qui sont extraordinairement performants. Alors, il y a un problème qui reste, c'est comment les contrôler. C'est-à-dire que vous avez un algorithme qui est capable de prendre un brouhaha et d'extraire une voix ou une autre voix, mais laquelle choisir? Donc, il faut la possibilité de contrôler votre appareil, votre réseau de microphones ou votre algorithme profond. Alors là, il y a plein de solutions potentielles. Il y a les... pardon. Alors, il y a les solutions, les contrôles manuels. C'est que vous dirigez... alors, ça peut être low-tech, vous dirigez votre appareil ou vous avez une espèce de pointeur qui vous permet de capter la voix d'une personne. Ou ça peut être high-tech, c'est-à-dire que vous avez un smartphone et pendant que dans la conversation, vous avez le doigt sur votre smartphone. Ça peut être quelque chose de totalement automatique. C'est un classifieur qui dit « Ah, à cet instant-là, c'est voilà la personne intéressante à écouter ». Ça peut être quelque chose sur la base du eye tracking, c'est-à-dire qu'il va suivre votre direction de regard. Ou il y a cette notion de contrôle cognitif. Alors, contrôle cognitif, c'est
L'idée, c'est qu'on va utiliser les signaux qui seront captés à partir de l'activité corticale pour essayer de contrôler une chaîne de séparation de sources, d'analyse de scènes auditives, pour sélectionner une source particulière et la présenter, l'amplifier, la présenter au sujet. Et c'est conceptuellement, il faut voir ça, c'est un peu l'équivalent du système efférent. Donc normalement, chez un sujet sain, il y a toute cette chaîne avec des boucles efférentes qui se terminent au niveau de la cochlée ici, des cellules ciliées internes et externes, mais qui est chez sujet malentendant, cette partie-là va être compromise. Donc conceptuellement, on essaye de rétablir ce système efférent. Alors, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Bon, j'ai pas le temps d'aller dans les détails. C'est un domaine très actif. Je vais juste vous donner un exemple. The old man was now definitely and finally disallowed, which is the worst form of We're particularly excited. Americans, common sailors, captains of vessels, skippers. Ok, j'ai pas eu le temps de vous présenter, de vous expliquer de quoi il s'agit. Là, vous avez une scène où il y a deux personnes qui parlent à tour de rôle, et quand une personne parle, elle lève la main. Donc, pour indiquer. Et ils sont en train de parler. Ils parlent tous les deux ensemble, et il y a un moment où l'un des deux lève la main, et le sujet que vous voyez assis de dos doit diriger son attention. Donc, il ne bouge pas, il a tête fixée, mais cognitivement, il va se dire j'écoute cette personne-là, et puis hop, j'écoute cette personne-là. Les signaux corticaux sont enregistrés par un système EEG qui est sur la tête du sujet, et il y a cette chaîne de décodage qui décode ces signaux et qui dirige un réseau de microphones que vous voyez indistinctement sur la table là. Donc je vais essayer de le rejouer une fois. The boy's parents had told him that the old man was now definitely and finally disallowed, which is the worst form of unlucky. The boy had died We're particularly excited. Americans, common sailors, captains of vessels, skippers. Donc, je ne sais pas si vous avez réussi à entendre ce qu'il fallait entendre. Il y a un moment où la locutrice lève la main, et vous avez dû entendre, il y a un léger retard. Ce que vous avez entendu, c'est ce qu'entend le sujet, mais il y a un léger retard entre le moment où il décide de changer de direction d'attention et le moment où il fait la transition. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les résultats objectifs. Donc là, dans ces algorithmes-là, l'algorithme va analyser le signal sur une certaine durée, une certaine fenêtre temporelle. Si la fenêtre est courte, il va avoir plus de mal que si la fenêtre est longue. Okay ? Et c'est ce que vous voyez ici. Le taux d'erreur est plus élevé pour des fenêtres courtes que pour des fenêtres longues. Alors ce que vous voyez, chaque ligne là, c'est un sujet différent. Et en rouge, c'est la moyenne. Alors là, en noir, là, c'est un très bon sujet. Donc, dans ce cas-là, si l'algorithme a le droit d'utiliser 5 secondes de signal, le résultat est parfait. S'il a moins de temps, il va y avoir un taux d'erreur élevé. Donc, c'est quelque chose qui marche, mais c'est pas quelque chose qui va satisfaire l'utilisateur. Parce que si le taux d'erreur est trop élevé, si vous essayez d'écouter une personne et puis en fait c'est l'autre qui est rehaussé, c'est pas satisfaisant. Et pareil, si ça prend trop de temps. Alors, il y a plein d'obstacles sur lesquels on travaille. Alors, un des obstacles évidents, c'est que c'est pas sûr que vous arriviez à convaincre vos patients d'adopter ce système-là. Alors, il y a un travail sur, par exemple, mettre toutes les électrodes dans l'oreille
Et il y a des choses qui commencent à être commercialisées. Un autre problème qui est plus fondamental, c'est que ces systèmes fonctionnent sur la base d'enregistrements corticaux, mais qui sont faits à partir d'électrodes sur la peau. Et il y a un problème, c'est que cette interface entre électrode et peau, est quelque chose de très bruyant en termes électriques, de signal. Et donc ça, c'est vraiment un obstacle qui pose une limite à la qualité de ce qu'on peut attendre. Alors donc, je vais plus ou moins terminer sur un avenir possible. Si on fait les mêmes expériences chez les sujets qui sont implantés en vue d'une opération parce qu'ils sont épileptiques, on obtient des résultats qui sont vraiment beaucoup meilleurs. Okay. Donc, on peut imaginer une direction possible, c'est que les gens acceptent de se faire implanter des électrodes qui soient soit sous la peau, soit évidemment corticales. Alors, vous allez me dire, vous aurez du mal à convaincre vos patients de se faire... mais bon, il y a un certain nombre de sujets qui accepteraient peut-être. Il y a un certain nombre d'acteurs qui seraient peut-être suffisamment convaincants pour convaincre leur clientèle de se faire implanter. Et bon, est-ce que c'est le monde vers lequel on veut aller? C'est une autre question. Donc pour conclure, contrôle cognitif, c'est pas encore une technologie mûre. Vous ne pouvez pas compter dessus dans les années proches. C'est l'objet de recherches intenses qui déboucheront peut-être. Il y a une probabilité non nulle pour qu'il y ait une vraie solution. Et en attendant, ce que vous allez voir, c'est que ça va commencer à apparaître dans il va y avoir des fabricants qui vont proposer des appareils qui seront équipés d'électrodes. Ça marchera tant bien que mal. Ce sera un argument de vente. Et vous aurez le grand public. Et là, ça commence déjà. Ça, c'est les AirPods de chez Apple. Il faut voir que si vous regardez dans le portefeuille de brevets de Apple, il y a plein de brevets sur la mesure de signaux corticaux, etc. Pareil pour Meta, donc ils proposent ces lunettes. Les lunettes peuvent être équipées à la fois de microphones et d'électrodes qui captent les signaux corticaux. Donc, c'est quelque chose que vous allez voir c'est bientôt. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On peut peut-être faire vous poser une petite question pour amener à la réalité quotidienne de nos confrères par rapport à ces sujets fort intéressants et vous rappeler que déjà vous avez un privilège, vous, en tant que thérapeute de l'audition, c'est de pouvoir différencier chez un patient malentendant ce que le patient donc désire comprendre et ce qu'il est capable de comprendre, parce que il faut faire la différence, et vous l'avez entendu souvent, entre discrimination et intelligibilité, et que l'intelligibilité, elle s'obtient pas juste post-appareillage pour des surdités qui sont des surdités assez anciennes ou assez importantes. Et l'intelligibilité, elle va s'acquérir au niveau du temps. Et donc un patient, quand on va lui demander d'exprimer ce qu'il veut entendre, il va peut-être dire je veux entendre ça ou ça. Il aura beau changer ses réglages, que ça soit une situation ou une autre, il l'entendra pas. Parce que vous saurez, s'il est capable de discriminer en lui présentant par exemple des oppositions phonétiques, vous saurez s'il est capable de discriminer ou pas, et s'il a un pronostic d'intelligibilité à moyen terme qui est possible ou pas possible. On connaît ce problème-là avec l'implant cochléaire. Et donc, vous savez si avec tel réglage, il sera capable d'entendre dans quelque temps, ou avec tel réglage, il ne sera pas capable, si vous mesurez la discrimination. Donc, quand on regarde tous ces systèmes-là et qu'on laisse le patient choisir ce qu'il veut entendre, et donc s'il dit je veux entendre ça ou ça, et si dans les deux situations, de toute façon, les deux situations sont mauvaises pour lui, et que, en faisant des examens cliniques, on sait que, à moyen terme, avec la situation numéro 2, il arrivera à comprendre, mais pas tout de suite.
comment à ce moment-là, et est-ce que c'est intéressant de le laisser choisir, puisque de toute façon, dans les deux cas, eh bien en fait, dans les deux situations, il comprendra pas mieux. Donc, qu'en pensez-vous? En fait, il faut séparer en deux. Il y a deux sous-problèmes. Il y a un sous-problème qui consiste à prendre un brouhaha et de le traiter et le transformer en quelque chose d'intelligible. Par exemple, vous êtes dans un bar ou autour d'une table, il y a plusieurs personnes qui parlent, il y en a une que vous voulez entendre, vous voudriez entendre sa voix. Il y a des solutions techniques sur la base de réseaux de microphones ou IA, etc., qui permettraient de faire ça. Okay. Et puis il y a le deuxième problème, enfin il y a trois problèmes, mais un deuxième problème, c'est effectivement si sur cette base-là d'un signal propre, votre sujet malentendant arrivera à comprendre, ça c'est un autre problème. Et puis la troisième question, c'est comment choisir. Donc là, j'ai parlé de la troisième question, comment choisir la source en question. Pour la deuxième question, je fais le pari que ce sera toujours plus facile si j'ai un signal propre que si j'ai un brouhaha. Est-ce que ça répond à votre question? Parfaitement, merci beaucoup. Merci, donc nous allons passer à la... Merci.